C'était mieux avant, vous l'avez peut-être déjà dit ou sûrement entendu que l'on parle d'orthographe, d'éducation, de l'emploi ou encore de la mode. C'est devenu une évidence pour beaucoup d'entre nous. La belle époque serait passée, révolue derrière nous. Mais que se cache-t-il derrière cette vague sans précédent de nostalgie? Deux grands témoins ce soir dans 64 minutes sur TV5 Monde. Patrick Nussbaum, merci d'être avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste, vous dirigez la radio de la RTS, notre partenaire, la télévision suisse romande. Vous êtes le co-auteur de ce livre, C'était mieux avant, ou le syndrome du rétroviseur. C'est aux éditions Favre, un essai que vous avez coécrit avec Grégoire Eveco. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue. Alors, première question à tous les deux, qui veut répondre? Comment est née l'idée de ce projet, de ce livre? Bon, au fond, d'une succession de soirées entre amis, tout simplement, où systématiquement les gens de notre génération, les parents, projettent la catastrophe que les enfants vont vivre. Et on en a eu, à un moment donné, assez d'entendre ces quinquagénaires se plaindre de ces jeunes sans futur, sans avenir, qui vont vers un monde terrible. Autrement dit, un monde tout simplement différent de ce que eux ont connu. Et comme on ne partageait pas ce point de vue, on s'est dit, on va un peu creuser ça et voir au fond qu'est-ce qui se cache derrière ce syndrome du rétroviseur. Pourquoi ces quinquagénaires sont absolument sûrs qu'ils ont vécu les 30 glorieuses, qu'ils ont vécu un monde magnifique et que derrière eux, c'est l'abîme. Et il n'y aura plus rien. Le chômage, les jeunes perdus, la société du numérique, la perte des relations humaines. Au fond, un monde qui s'écroule un peu. Alors avant de comprendre cette tendance avec vous, messieurs, peut-être quelques exemples concrets dans ces soirées-là. Qu'est-ce que vous entendiez? C'était mieux avant? Génération sacrifiée, plus d'orthographe, l'orthographe fout le camp, les valeurs familiales, la politesse, l'autorité. Et puis ces jeunes ne communiquent plus, ils sont toujours là avec leur smartphone, avec leur vidéo, avec leur téléphone portable. Et tout ça, il n'y a plus de relation, ils sont plus en relation, ils sont plus là dans le monde. Alors quelles sont les explications, les débuts d'explications que vous donnez à cette attitude? Alors, l'attitude de la nostalgie, de la peur, c'est qu'on est actuellement, probablement depuis la fin des années 90, en vivant une révolution tout à fait incroyable, révolution technologique, révolution liée à la mondialisation, et l'avenir nous fait peur. L'avenir n'a jamais fait aussi peur, l'avenir n'a jamais été aussi peu prédictible, et tout ça, ça crée un peu des mouvements ou de recherche vers le passé d'un certain nombre de repères. Justement, est-ce qu'ils n'ont pas tout à fait. Ils ont quand même aussi raison. Je veux dire, avant, les gens faisaient des études, ils avaient un travail quasiment assuré, pratiquement le même toute leur vie. Il y avait une sorte de sécurité. Il y a aussi du vrai. C'est juste que l'insécurité a grandi, mais au fond, les jeunes vivent dans ce monde avec une sécurité différente qu'ils se sont appropriés, et pour eux, c'est juste la norme, c'est comme ça qu'ils vivent, c'est comme ça qu'ils construisent dans ce monde incertain leur chemin de vie. Mais si vous avez vécu 20 ou 30 ans avant, l'idée de vous projeter dans ce monde-là est terriblement angoissante. Et cette génération de parents qui ont aujourd'hui 40, 50, 60 ans, cette génération-là projette sur ces jeunes l'idée que ça va être terriblement difficile de faire sa vie. Alors c'est vrai que l'insertion professionnelle est plus difficile, mais en même temps, on le décrit assez précisément dans le livre, au fond, on change de métier, on change de formation, on évolue, on change de vie, on change de conjoint. On voyage énormément dans des conditions fantastiques. Donc c'est contrebalancé par toute une série fabuleuse de possibilités qui s'offrent aujourd'hui aux jeunes générations qui en profitent et qui ne quittent pas, eux, l'idée que le monde est effrayant demain. Eux sont plutôt confiants sur leur avenir. Mais leurs parents leur transmettent beaucoup l'idée, ça va être terrible, mon fils. Dans quelle région du monde est-ce que l'on voit ce sentiment se développer? Essentiellement en Europe, dans les pays développés? Alors nous, on est parti sur les pays qu'on connaît, la France, la Suisse. On a étudié le phénomène aussi par rapport à l'Allemagne, puisque c'est très intéressant de voir que des jeunes qui ont 17 ans, 18 ans aujourd'hui dans la partie de l'Allemagne de l'Est disent mais c'était mieux avant, c'était mieux au moment où il y avait le mur. C'est ce qu'on appelle nostalgie. C'est ce qu'on appelle nostalgie. Donc on est resté sur ces périodes-là, et sur ces pays et sur ces régions-là. Et on voit d'ailleurs des différences quand on interroge les jeunes de différents pays. Il y a des enquêtes aussi sur les jeunes brésiliens, les jeunes américains, les jeunes français, les jeunes suisses. On voit des différences dans la perception avec quand même quelques points communs. Les jeunes
nous disent par rapport à l'avenir de la société, on n'y croit plus beaucoup, par rapport à notre avenir à nous, par rapport à ce qui est de notre avenir, de notre futur, on y croit. Et les jeunes restent optimistes par rapport à leur avenir à eux. C'est ce qui est un phénomène tout à fait intéressant qu'on retrouve dans ces différents pays. Patrick Nussbaum, sur les élections européennes, on imagine que vous avez dû penser à votre livre en voyant les résultats. Est-ce que vous voyez un lien de cause à effet entre ce sentiment-là et ce qui se passe en Europe? Absolument. Ça nous a tout à fait frappé et intéressé de voir qu'au fond, ce courant qu'on pourrait qualifier dans certains pays de plutôt populiste, renvoie précisément à des valeurs qui sont des valeurs ancestrales, soi-disant des valeurs qui se sont évadées aujourd'hui. Ça, vous connaissez ça en Suisse avec Christophe Blocher, notamment de l'UDI. Vous le connaissez en France, on le connaît en Grande-Bretagne. Et au fond, ça renvoie à l'idée, il fut un temps où cette société était structurée, avait des valeurs, avait un avenir, des hommes politiques de grandeur. On cite De Gaulle parce que au fond, c'est devenu une référence absolue, par exemple pour les Français, pour la Suisse aussi. Au fond, tout ce qui est repris dans le passé est valorisé sans forcément mettre en lien avec ce que les gens ont fait. On finit par oublier. Au fond, la nostalgie, c'est une façon pour la mémoire de sélectionner les choses. Il y a parfois l'histoire se renverse. Le général de Gaulle a été à un temps donné très critiqué, par Absolument. exemple. Et ça, on l'a effacé. On l'a volontairement effacé. La figure du général de Gaulle, hiératique, oblitère complètement l'ensemble des actions des hommes politiques. Et donc, si on prend la poussée populiste à ces élections européennes, pour nous, ça entre absolument dans l'idée que le phénomène de c'était mieux avant, qui est lié à cette peur de cette société qui va vers toute une série d'inconnus, fait en partie aussi le lit de ces mouvements-là qui jouent là-dessus. Alors, pour nous convaincre, dites-nous, vous vouliez peut-être réagir, allez-y. Oui, dire que la nostalgie, c'est une mémoire revisitée, c'est un roman qu'on écrit, c'est pas un récit historique. Peut-être tout n'était pas forcément mieux avant. Est-ce que vous avez des exemples concrets, des avancées, des progrès qui font qu'on n'a pas forcément de quoi regretter le passé et de se tourner plutôt vers l'avenir? Il y en a plein qu'on cite dans le livre. Il y a la sécurité routière, par exemple. Oui. C'est impressionnant. Il y avait 13 000 morts sur les routes en 1974, il y en a 4 000 aujourd'hui en France. Donc, avec 3 fois plus de véhicules en circulation. Il y a l'espérance de vie qui a énormément augmenté. Il y a la question du confort, il y a la question de la sécurité, la question de la santé. Donc tous ces éléments-là c'est passé dans l'angle mort. sont des éléments qui montrent qu'aujourd'hui personne n'aurait envie de revivre 40 ou 50 ans auparavant. Quelle serait l'application de votre livre? À qui se destine-t-il aujourd'hui? Est-ce que c'est une envie, vous disiez, qui est née dans une soirée sans lendemain? En quoi est-ce qu'il est important, selon vous, de comprendre ce phénomène? Bon, je pense que pour tous les gens entre 45 et 70 ans qui projettent sur leur enfant, qui tiennent ce discours terriblement pessimiste, et ça charge les enfants. C'est difficile de vivre avec des parents qui vous disent tous les jours, mon cher, la vie va être difficile. Moi, j'ai vécu les grandes années. Toi, tu vas vivre la difficulté professionnelle, l'insécurité, l'incivilité. C'est difficile. C'est un vrai poids pour cette génération qui doit se lancer à corps et à cri dans la vie. Il n'y a pas que cette génération, on l'entend parfois chez des trentenaires aussi, qui disent, moi, quand j'étais au lycée, ça veut dire que le syndrome, il peut arriver très tôt aussi. Alors là, on a observé ça chez les plus jeunes qui, au fond, reproduisent un modèle de ce qu'ils entendent. Donc, ils finissent par prendre à leur compte des choses qu'ils n'ont absolument pas vécues. Donc, ils n'ont pas vécu les années 60, la Beat Generation, Woodstock, ces années un peu folles. Ça, c'est vrai, c'est un fait quand même. Il y a eu l'apparition du sida, notamment, qui a bouleversé aussi les relations sexuelles, les relations sentimentales. Qui, du reste, aujourd'hui, est assez bien géré. Au fond, c'est plus un traumatisme, ça a été très difficile. Aujourd'hui, on passe d'être, je vais pas dire complètement maîtrisé, mais disons, les progrès ont été énormes en Europe, et on sait qu'on va aller vers une gestion de ce phénomène. Donc, on n'est pas non plus dans une catastrophe qui va durer encore des décennies. Mais ces jeunes qui n'ont pas connu 68, etc., projettent l'idée que ce monde-là était un monde ouvert, généreux, dynamique, et qu'il n'y avait rien de négatif. Et ils l'ont pas vécu. Donc vous avez raison, ça touche aussi ces jeunes-là. L'accueil, on a dû lire vos livres dans votre entourage. Quel accueil réserve-t-on à votre livre? Alors on a plutôt des bons échos. On a des gens qui nous disent je suis pas du tout d'accord avec votre livre, parce que c'est un livre qui présente un certain nombre de thèses, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de situer les choses. Ce qui est aussi intéressant lorsqu'on parle du c'était mieux avant, c'est que c'est vraiment
une phrase dont tout le monde a l'impression que c'est une vérité. Et quand on commence à l'étudier, même avec des gens qui sont convaincus, qui nous disent « mais moi je suis convaincu que c'était mieux avant », quand on commence à réfléchir, on voit que c'est pas si évident que ça, et c'est dans le fond une vérité qui est probablement biodégradable. Sur la mode, ça peut être aussi une volonté de se distinguer de l'époque présente et des modes dominantes. Est-ce que ça peut être anticonformiste aussi de revenir sur le passé? Alors, ça peut être anticonformiste, c'est aussi juste de dire que les jeunes aujourd'hui peuvent être nostalgiques plus par mode. Fondamentalement, ils ont l'avenir devant eux, et ils sont pas la nostalgie n'a pas la même nature que chez leurs parents, mais la nostalgie peut être aussi un moyen d'avoir une identité, ça peut être aussi un moyen de s'affirmer, d'affirmer des valeurs, mais aujourd'hui, pour l'avenir, pour saisir toutes les opportunités, toutes les chances qu'apporte l'avenir, il faut vraiment vivre le moment présent, et c'est un peu le message qu'on a envie de donner. La télé, la radio, c'était mieux avant ? Non, je crois pas. Je crois que les moyens aujourd'hui de réaliser des émissions, d'être partout en prise sur le monde, d'avoir des invités en duplex, au fond, tout ça constitue aussi une richesse. On nous dit beaucoup, pour répondre à votre question précédente, mais la communication. Quand vous voyez aujourd'hui les jeunes avec leur smartphone sur les réseaux sociaux, ils ne se regardent plus, ils s'envoient des petits textos. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'ils s'envoient des textos. Maintenant, notre génération a tendance à dire, ça n'a pas la même valeur de la communication. De belles paroles, de préliminaires, de conversations. C'est un autre mode de communication. Il faut affronter les défis, c'est pas parce qu'avant ça n'existait pas qu'il faut pas les affronter. Notre thèse est de dire que cette communication est tout à fait virale, vivante, efficace et conviviale entre eux. Pour nous, c'est un peu plus difficile d'accéder à ce niveau-là, mais de dire c'était pas ce qu'on a vécu, alors ce n'est pas la même qualité, ça c'est une illusion complète. En 2 mots, le premier mot qui vous vient, si on entend dorénavant, c'était mieux avant. Votre premier exemple que vous donneriez, c'est quoi? C'est l'exemple des accidentés de la route? C'est l'exemple de l'orthographe qui est aujourd'hui assez général. Oui. Au début du siècle, on mourait en moyenne à 45 ans d'âge. Ouais. C'est la conclusion. Merci à tous les deux. Patrick Nussbaum, Grégoire Eveco, c'était mieux avant, ou le syndrome du rétroviseur, et c'est chez les éditions Favre. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de 64 minutes.